Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Habari za leo. On behalf of ICLEI Africa, the Africa Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa and the Red Cross Crescent Climate Center, We are delighted to welcome you to the Rise Africa 2023 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is the third edition of our virtual festival. It brings together insights, practices, and visions from across the continent. This year's theme is The Cities We Want. the cities we want. the cities we want. The cities we want. This mirrors the African Union 2063 Agenda Vision, the Africa we want. It is a wonderful Pan-African call for transformative change. However, the agenda does not adequately embrace urbanization as a potential positive force for improving prosperity, inclusivity, and environmental well-being on the continent. We need more emphasis on the role of cities and local action. And this festival aims to provide inputs into this agenda. The cities we have are Expanding, incomplete, inventive, contested, facing impending crisis, yet brimming with potential. The cities we want are people-centered, Safe and healthy. beacons of culture, unflinchingly modern. And adapting to change and leading global innovation. We'll make these cities through Experimenting, learning collaborating, and amplifying the everyday actions of people who are shaping their cities. The festival invites you to embrace different ways of knowing, It invites you to forge new partnerships, Experiment with new concepts and ideas. to seek ways to bridge science, business, policy, and the arts. Together, let's enter this space in the spirit of poetic possibilities. À l'encre de mon sang, au papier de ma langue, à mes yeux qui tanguent lentement dans le vide, rêvant un jour de laisser des traces de regard sur les villes que nous voulons et imaginons au-delà des vers. Entre deux effluves, mon être crie utopie, mon cœur murmure héritage. Mon âme, elle, chante avenir. De villes riches de leur multiplicité, multiples dans leur diversité, unique pluralité niée hier s'est avancée vers un demain déjà avorté. Enracinement certes, mais ouverture dans ce village planétaire, laisser les sens alertes et réagir. Entendre la cacophonie banalisée des inégalités sociétales criardes laissées en fond sonore, voir et questionner le décor, bâtir et consentir à l'action qui sépare le rêve de la réalité. Sentir la fragrance vitale, belle et verte, inévitable baume au cœur, accepter notre responsabilité de léguer à nos enfants un monde en bonne santé. Démocratiser le goût, que plus aucun palais, d'aucune bouche, d'aucun enfant, d'aucun pays ne soit plus jamais sec. Démocratiser le goût des rêves, des voyages qui s'exécutent, quel que soit l'âge, le long des pages, au fil des chapitres, sur le pupitre de la connaissance, seul germe du choix. Toucher l'idée d'infrastructure qui marche allègrement sur le chemin de l'innovation. Enracinement certes, mais ouverture dans ce village planétaire. Laisser les sens alertes, mais surtout réagir. Bienvenue à Rise Africa, le festival d'action Rise Africa. Nous sommes très enthousiastes de vous avoir avec nous et nous nous réjouissons de discuter avec vous. N'hésitez pas à nous indiquer d'où vous vous connectez.
Nous avons eu une journée très intéressante hier et nous avons aujourd'hui un panel formidable d'intervenants. Nous allons partager des informations également dans le chat, mais essayons de rester dans cet état d'esprit poétique dans les différentes manières dont nous partageons nos histoires, dont nous les voyons, dont nous les vivons. Cette introduction va être le fil conducteur de notre journée. Pour commencer, j'aimerais tout d'abord above the nagging city drone, plugging this weathered city zone, even as I weave my way through a buzzing taxi rank talent trap amidst smoke and hissing primer stoves, smoke and suited humans, hissing primer stoves, people in droves who seldom look up, look up. This morning is new, no matter where or when we wake up. This morning is new, no matter what we do. This moment is new, no matter when we wake up, no matter what we do. This moment is new. Yes, it is. Yes, it is. It's new. It's new. Ooh. It's new. Look. J'invite maintenant Lucas à partager avec nous ceux qui ont photographié pour nous les images qu'ils veulent. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Merci, mon nom est Lucas Dreger et j'ai récemment joint ICLEI Africa et j'ai le plaisir cette année d'être en charge de la compétition de photographie et multimédia. C'est assez extraordinaire de voir toute la diversité des soumissions que nous avons reçues et qui représentent les multiples visions que les gens à travers le continent ont sur les villes que nous voulons. Pas seulement au format de photographie, mais aussi des dessins, des collages, des arts numériques et également des soumissions collectives. Donc, sans plus attendre, c'est un immense plaisir de vous présenter les 10 candidatures qui ont été sélectionnées pour cette compétition.
Nous allons donc essayer de garder toutes ces belles images en tête au cours de cette discussion. Merci Lucas. À la fin de la session, nous pourrons nous pencher sur les derniers candidats en lice. Les villes sont issues d'un besoin de jouer, de s'emparer de l'espace et au cours de ces jours de réunion, nous allons parler de la robustesse, de la fragilité, des défis qui viennent avec les villes. Comment pouvons-nous habiter ces villes? Comment est-ce que nous les reconnaissons? Comment est-ce que nous y accédons? Comment est-ce que nous pouvons rendre possible les rêves que nous avons pour les villes? Voilà ce qui va alimenter nos discussions, mais j'aimerais également que vous réfléchissiez à tout ce qui est au milieu de tout ça, toutes ces idées mélangées, ces approches linéaires, ces approches hiérarchiques. Comment est-ce que l'on peut travailler vers une vision collaborative pour obtenir les villes que l'on veut, pour concrétiser les villes que l'on veut et y penser plutôt en termes d'abondance qu'en termes de manque. L'entre-deux est un espace de fertilité, de possibilités, de potentiel inexploité. Nous sommes à un seuil, un espace d'émergence où certaines choses ne sont plus tolérables et où nous devons faire évoluer ce que nous avons. C'est une opportunité de récit positif. Nous devons avoir des narrations dans lesquelles nous pouvons nous plonger, mais aussi nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus, de ce qui ne doit plus être. Les villes, les espaces qui sont au cœur de ce que nous vivons. Quels sont les récits que l'on met en avant maintenant? Comment est-ce qu'on identifie la participation des différents acteurs? Quel est le travail d'excavation que l'on doit faire pour extraire les ressources dont nous avons besoin? Comment est-ce que ces récits vont compter et exploiter toutes les possibilités de ce canevas qui s'offre à nous en se détournant un peu de ce qui était habituel, de ce qui nous était familier? Qu'est-ce que c'est que ce moment? Comment est-ce qu'on peut définir ce moment où nous allons vraiment accepter les récits qui émergent et les faire entrer concrètement dans les discussions? Et je vais inviter notre première intervenante, notre première intervenant, professeur Cécile Madel, qui va nous parler des villes-jardins. Professeur. Bonjour Malika, merci beaucoup de m'avoir invitée. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, bien sûr. J'ai essayé de mettre par écrit mes pensées et mes idées. Catherine est là avec nous et je pense qu'elle comprendra bien cet exercice. Je pense qu'en tant que praticien, en tant qu'académicien, nous avons une vision similaire. Par rapport au continent africain, les villes sont d'ordinaire décrites comme quelque chose de bien organisé et alimenté par l'immigration, caractérisé par l'informalisation et les infrastructures de transport, les infrastructures d'hébergement, l'énergie et bien sûr, tout ceci est critique au regard des inégalités et de la pauvreté. Les quartiers de banlieue, notamment, la politique, la violence basée sur le genre,
sont liées aux difficultés environnementales et également à la pauvreté rampante. Nous pouvons voir que les différentes constructions qui ont été faites par les Hollandais, les Portugais, les Français, les Anglais, les Chinois, certains Asiatiques, on peut voir que les quartiers de banlieue ne sont dessinés que pour des personnes qui peuvent se les permettre. Et plus récemment, des camps de construction pour les infrastructures, mais également énormément de construction informelle dans les métropoles et autour des métropoles surtout. Récemment, l'idée de ville fantasy est apparue à Kigali notamment. Ces villes exploitent les ressources naturelles africaines, mais également les populations qui y habitent. Tout ceci est crucial par rapport à la manière dont on va concevoir les nouvelles villes. Ces villes sont, dans l'ensemble, injustes socialement, en conflit avec la nature et économiquement peu viables. Quel est l'avenir pour les villes alors? Imaginer de nouvelles villes, c'est imaginer une autre Afrique, une Afrique qui est en harmonie avec la nature, qui n'exploite pas les ressources naturelles, mais qui en tire parti et les respecte de manière durable, et qui met en valeur la diversité des paysages, les déserts, mais aussi les mangroves, les forêts et tous les parcs naturels protégés également, comme le Serengeti, Salara, le Kalahari. Tout ceci sont les poumons, le cœur du pays et ne devraient pas être une source d'exploitation. Le deuxième point culminant, c'est de créer des maisons, vraiment un foyer, parce qu'on aime se référer à l'Afrique comme à la terre-mère, et qui et pour appliquer vraiment la Déclaration des droits de l'homme et l'ODD, la liberté de mouvement, l'égalité devant la loi, l'engagement social, la protection contre la pauvreté, la famine, le droit à un traitement décent, à un hébergement décent, à un assainissement, le droit à l'éducation, tous ces objectifs de développement durable, l'accès aux ressources naturelles à tous les niveaux et que les gouvernements prennent leurs responsabilités. Il faudrait décentraliser les prises de décision pour le bien collectif et pour une Afrique qui soit mieux articulée. La diversité des activités économiques qui également met en avant les techniques autochtones qui soient durables et qui soient à la fois fondées sur le développement économique, mais également l'égalité, et créer un espace qui soit un foyer, un espace qui soit célébré et dont tout le monde puisse bénéficier. Je pense à un système qui soit connecté à des rails également pour des transports en train. Nous avons besoin d'un réseau de mobilité, qui puisse connecter les gens, peut-être plus lent, et des villes peut-être plus petites et plus inclusives, en opposition aux mégapoles très exclusives.
un réseau entre les villes et les villages africains qui crée un mouvement au sein du continent et qui devrait être plus en avant que les mouvements externes et qui ne doit pas se baser sur les mouvements coloniaux initiaux. Une production de partage, une société qui embrasse la modernité pour la majorité des gens, avec les services notamment informatiques et Internet, mais également l'accès aux soins de santé. Il ne s'agit pas de rejeter la modernité, mais prendre les éléments seulement qui répondent à notre rêve et à notre vision. Comment est-ce un espace où l'on peut travailler, vivre, faire la fête, où tous les habitants trouvent leur place, peuvent prospérer, croître ensemble. Merci. Merci beaucoup, Cécile. C'était vraiment très complet. Merci d'avoir réussi à synthétiser tout ça. Ce que je voulais mettre en avant, c'était la notion de temps. On a parlé du passé, du présent, du futur et vous en avez parlé de manière très concrète. Vous avez manifesté la manière dont notre héritage, nos ressources naturelles, les connaissances autochtones également sont très présentes et pensent autant de manière circulaire et non pas comme l'imaginaire colonial où on pense du passé, où on veut éradiquer le passé et reconstruire à zéro, et où il faudrait revenir sur cette éradication. C'est quelque chose que l'on ne veut pas forcément, plutôt quelque chose de circulaire, revenir aux pratiques restauratives, ralentir assez pour pouvoir construire au sein des communautés et être en mesure vraiment de comprendre qui sont à l'origine des récits urbains et leur demander de participer également à ce récit plutôt qu'un récit nouveau. J'aimerais maintenant inviter le professeur Omar Degan. Prenez votre temps. Merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je pense que vous avez soulevé des points très intéressants, mais une chose qui est cruciale pour moi, c'est que on ne peut pas séparer l'identité des villes par rapport aux zones rurales. Elles sont extrêmement interconnectées. Si on considère les villes, les zones urbaines comme le cerveau, eh bien, les zones rurales sont définitivement les bras et les jambes de ce corps-là. Et je pense que souvent, en fait, l'un des problèmes, c'est au niveau de cette relation interconnectée. On voit beaucoup et on parle beaucoup des villes, des méga-villes qui sont en pleine expansion. Bien sûr, d'après les données, d'ici 2050, 2,5 milliards de personnes de plus vivront dans les villes à travers le monde et ces 2,5 milliards de personnes sont principalement réparties entre l'Asie et l'Afrique. Ce sont des chiffres très conséquents, mais moi, je ne joue pas vraiment avec les chiffres. Il y a 1,5 milliard de personnes qui vivent dans des bidonvilles à travers le monde. Donc, sur les 7 milliards de personnes à peu près à travers le monde, c'est un chiffre énorme, c'est un pourcentage énorme et c'est un point très important à mettre en avant. Pourquoi est-ce qu'on a ces bidonvilles? Pourquoi la qualité de vie dans les villes n'est pas satisfaisante pour tout le monde? Parce qu'il y a énormément de migrants dans les villes qui viennent des zones rurales, qui viennent pour différentes raisons économiques, pour un accès à l'éducation. Mais ce qui est très important pour moi, c'est ce manque de décentralisation des infrastructures et des services, en particulier en Afrique, qui crée très concrètement, qui est le nœud du problème, ce manque d'accès aux services.
lorsque l'on parle de durabilité et du fait de rendre nos villes plus durables, de répondre à tous ces défis liés au changement climatique, par exemple, eh bien, on ne peut pas séparer les deux choses. Et on a ces énormes nouveaux développements, ces nouvelles villes, mais je crois que la question clé, c'est à qui s'adressent ces villes? Qui vont être les utilisateurs de ces villes? Bien sûr, je suis professeur d'architecture et je l'exerce également, mais moi, je me demande quel est notre devoir? Pour qui est-ce que nous travaillons? Je ne veux pas travailler pour 1% de la population qui est assez prospère. Mais d'un autre côté, il y a énormément peu de logements abordables dans nos villes. Ça, c'est aussi une problématique. Et un autre point qui va à l'encontre de cette interconnexion, c'est que les villes sont supposées répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés en Afrique. Et il y a cette forte occidentalisation de la conception de nos villes qui est, je crois, ridicule. C'est que nous avons différents météos, différentes cultures, différentes manières de vivre, mais pour autant, nous continuons à importer ces schémas mentaux inappropriés de conception des espaces privés, publics, les villes en général en Afrique qui vient de l'Occident. L'avantage de notre continent, c'est que on pourrait apprendre des erreurs que les Occidentaux ont faites et nous pourrions avoir des villes plus durables, plus résilientes, des communautés plus durables, plus résilientes. Parfois, on n'a pas le même niveau de développement technologique, mais pour que nos nouvelles villes puissent vraiment représenter la durabilité et la résilience, on doit se détacher de cette occidentalisation et vraiment se réapproprier, embrasser nos cultures, les manières dont nos communautés interagissent. Et c'est là, je crois, que réside la réponse au futur durable et la résilience de nos. Merci infiniment, j'adore parce qu'on a vraiment ce fil rouge de la poésie avec Samira du Sénégal, avec la photographie, votre contribution, ce que c'est ça a dit. Vraiment, c'est ça, c'est exactement ce que vous avez dit. L'aspect ridicule d'essayer de copier les solutions d'ailleurs, et en plus, nos copies, ce sont de pâles copies et on ne tire pas les enseignements des erreurs. Alors que les exemples, ils sont là, ce sont des ressources. Alors, ce n'est pas que les ressources d'avoir une abondance de ressources que l'on peut utiliser. Il s'agit également de ressources de ce qu'on apprend, les enseignements qu'on a tirés, ce qu'on observe et ce que l'on peut s'accaparer, ce que l'on peut revendiquer. Je crois que même cette question de permission, avec la relation historique qu'on a avec le colonialisme violent et l'Occident, on a cette connectivité grâce aux autochtones, connexion avec l'espace, avec des frontières qu'on a créées entre les villes et entre les pays. Et c'est quelque chose qui a amené énormément de choses. Et, alors, vous parliez, j'essayais un peu à l'image d'une artiste d'imaginer ces mirages ou ces visions des possibles de cette ancienne esthétique utilisée à l'avenir. Alors, ça veut dire qu'on ne doit pas se départir complètement de cet héritage colonial, mais est-ce qu'on peut faire un virage à 360 pour inclure la beauté de ce qu'on avait par le passé avant tout ça, une sorte de résurrection ou de rappel de notre héritage et de notre richesse. Merci infiniment de votre contribution. Si je peux me permettre, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, je ne vais pas prendre trop de votre temps, mais je voulais faire référence à quelque chose. Dans la déclaration de la diversité culturelle de l'UNESCO de 2001,
1, il disait que la diversité culturelle, au même titre que la biodiversité, doit être préservée pour le bien des générations à venir. Et c'est la même chose, c'est ça. Ça veut dire qu'on a une diversité culturelle dans notre continent et c'est une force et on doit la chérir, cette diversité. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci, en effet. Et oui, parce que pareil, c'est vrai que les supermarchés, les hypermarchés, on peut les trouver partout. C'est pas ça notre héritage. On a maintenant Catherine qui va se joindre à nous. Prochaine oratrice. Catherine Ewing. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Alors, je vais essayer de partager ma présentation. Je vais vous demander quelques secondes. Donc, mon parcours, il a commencé avec une question de contexte. Quels sont ces drapeaux dans le ciel? Est-ce qu'ils sont pertinents pour nos quartiers? Ils représentent l'entrance dans un espace dynamique mais petit. C'est une pépite d'espoir que j'offre aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pertinent pour la stratégie, les ODD, l'action locale? Est-ce qu'ils sont pertinents? Comment définir un espace public inclusif? J'aimerais commencer par une citation de Kolele, ma collègue. L'un des plus grands moments pour moi, c'est de voir l'espoir, la paix et la sûreté dans la ville pour un espace d'expérience et d'éducation. Mais on ne pourra jamais y arriver seul. Il faut que ce soit un partenariat stratégique et qui sera sous-tendu par un engagement. Un espace où les gens pourront marcher dans la rue. Pas uniquement un espace, mais un espace également d'expérimentation. Comprendre les espaces publics, il faut regarder les espaces urbains dangereux, négligés, parce qu'ils offrent un potentiel de connectivité et de cohésion sociale. L'espace fractionné des villes représente une composante clé des infrastructures sociales dans nos quartiers. La myriade d'espaces urbains et de leur configuration offrent des possibilités de sûreté, d'accessibilité. On a du mal à se faire reconnaître au niveau politique. Les parcs, les espaces verts, les infrastructures vertes qui sont opérées par les gouvernements ou sont négligés ou sous-utilisés, sous-exploités. En comparaison, les espaces gris n'ont fait que croître. Les macroéconomies, les communautés se rejoignent, mais c'est très problématique, car c'est tout sauf naturel. Alors, j'ai essayé de recadrer la définition et le rôle des zones publiques. Les problématiques contextuelles peuvent être identifiées dans les quartiers. Ces espaces peuvent être transformateurs au niveau local, et ça, c'est vital. Allons à Itemba maintenant. Une petite sente négligée qui connecte deux rues. Elle est maintenant reconnue comme étant la Sante Itemba. C'est un espace public qui catalyse l'espace public et qui nécessite la co-création. Ces 2 dernières années, il y a eu de nombreuses questions. Et
trop de réponses. Qui gère cet espace? Où elle est là? Qui nettoie ces centres, ces petits passages? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que personne ne s'en occupe? Au final, il s'agit d'un partenariat des communes qui sont une présence pérenne, qui revendiquent cet espace public grâce à leur action. Alors, il y a 4 stratégies qui favorisent le changement. Tout d'abord, la coproduction innovante d'espaces publics élaborés, des actions sociales. Deuxièmement, une nouvelle forme de contrôle, élaborer, façonner les espaces pour que les gens puissent interagir avec un engagement multipartite. Troisièmement, des manières de gérer ces espaces de manière différente, avec des micro-interventions notamment. Et enfin, des processus multiconnectés qui permettent le renforcement des capacités et les réseaux et les tissus sociaux. Ce type de centres, de routes, sont monnaie courante. Il y en a partout, à Itemba, à Gogalitu, partout. Pour conclure, un changement radical dans l'espace public est nécessaire si on veut faire évoluer nos espaces. Il faut être ambitieux, même si cela peut parfois susciter le débat. L'espace public pose des questions, mais peut favoriser une économie plus productive. Il faut réimaginer ces espaces publics négligés pour recréer ce tissu et cette cohésion sociale pour permettre aux communautés de davantage fleurir et s'épanouir. Merci infiniment, Catherine. Ces photos, en plus, elles étaient vraiment très, très puissantes. Il ne s'agit pas uniquement de nous amener sur le terrain, mais on voit ces corps qui sont dans cet espace, qui le remplissent comme si c'était chez eux, en fait. Et on voit ce lien entre les gens, comme si c'était un portail, une sorte de passerelle que tout le monde connaît et qui crée une sorte de sentiment de sécurité. Et trouver un espace sûr pour connecter les espaces avec ces centres, avec ces passages, c'est très, très puissant. Amplifier ça, souligner et mettre en lumière ces espaces qui sont négligés, c'est important. Parce que souvent, les propositions qu'on a, les changements qu'on veut faire, c'est énorme. C'est un peu comme les ODD, etc. C'est génial. Et c'est comme ces drapeaux. Très bien. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Comment est-ce qu'on transcrit ça sur le terrain? Il faut arrêter avec cette vision paternaliste. Il faut avoir cette connexion, revoir la connexion entre les choses, comme ce sentier à Itemba. Et je crois que c'est exactement ce qu'on a dit hier, aujourd'hui, dans la session sur les villes qu'on a. Des initiatives, il faut les remettre en question. Il faut se demander si les conversations qu'on a, est-ce qu'elles prennent en compte de manière authentique le contexte? Et ces opportunités, effectivement, c'est de revendiquer, de reconnaître la manière dont les gens eux-mêmes ont mené la danse, ont été innovants, ont été généreux, ils ont été créatifs. Et ainsi, on doit pouvoir comprendre ce dont nous avons besoin, parce que c'est à nous de dire ce dont nous avons besoin pour ces espaces. Ça va être extrêmement utile pour nous. Donc, j'aimerais vraiment que ces passerelles que vous avez bâties, elles n'aillent pas nulle part. Merci infiniment. Et ça nous amène maintenant à cette intersection, puisque ça fait un peu plus d'une demi-heure qu'on est ensemble. Et maintenant, j'aimerais vous demander de réagir dans le chat. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, on reviendra vers vous. Mais sur ce, j'aimerais donner la parole à notre prochaine intervenante en réponse à ce qui a été dit jusqu'ici, Dr Geshi. Bonjour Keshi. Bonjour. Comment vas-tu? Très inspirée et je me sens plus... J'ai plus chaud là. Je me sens bien.
Merci infiniment de m'avoir invité à participer, mais également à suivre ces contributions très riches et très diverses. Est-ce que je continue, je développe? Est-ce que je dois dérouler? Oui, très bien. Alors, je suis très inspirée par tout ce qui a été dit par Sessou, Omar, Catherine. Et ça m'a fait réfléchir. Alors, j'avais préparé quelques notes, mais je crois que ça reste pertinent à insérer dans la conversation. Alors, j'espère que certaines des idées et des images et des questions qu'Omar a posées, notamment Omar, il a demandé pour qui. Et je crois que c'est tout à fait pertinent. Et j'aimerais revenir sur ça parce que typiquement, en lien avec notre thème, j'essaie de réfléchir à 3 questions principales. Donc, on parle des villes qu'on veut, n'est-ce pas? Et je crois que l'une des questions sous-jacentes, c'est qui sommes-nous pour demander quoi que ce soit? C'est la question également qu'on peut se poser. Et à ce titre, alors, Catherine l'a un peu dit, il y a beaucoup d'invisibilité dans qui nous sommes. Des invisibilités. Qui possède l'espace? À qui il appartient cet espace? Qui l'utilise? Il est invisible, pas aux yeux, mais au processus. L'invisibilité sur les règles, qui les fait, qui les crée? C'est régi par quoi, ces espaces? Alors, il y a des règles du jeu, et ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a le droit de demander? Qu'est-ce qu'on est en droit de revendiquer? C'est une vraie question pour moi. Ça fait partie de ce que je fais dans ma carrière, d'essayer de reconnaître la manière dont il y a ces épistémicides, donc la manière de tuer d'autres perceptions, et donc de savoir, et donc de trouver une logique à nos villes. Et je trouve que les gens qui utilisent la ville, les autres qui font la planification urbaine, les gens qui prennent les décisions, il faut savoir identifier les acteurs et leur légitimité. Donc, il y a cette invisibilité. Mais il y a également la question de la diversité. Qui sommes-nous pour vouloir demander, exiger quelque chose? Alors, il y a des gens qui sont des enfants, des jeunes, des vieux. Qu'est-ce qu'on veut? Les villes, on veut qu'elles soient conçues pour qui? Pour les vieux, pour les jeunes, les migrants, des gens qui ne se conforment pas, les marginaux, des gens qui, selon nous, n'ont pas le droit de demander ou d'exiger quoi que ce soit. Il y a la question des classes, les vieux, les pauvres, les catégories socioculturelles. Il y a cette polarisation dans nos villes également et cette diversité, même si on parle du fait qu'on veut de la diversité, en fait, ces diversités-là, elles ne veulent que très rarement les mêmes choses. Alors, au-delà de ça, même si on sait qu'on est compliqué, on a un contexte complexe. On veut différentes choses à différents moments. On est parfois contradictoire. On veut la justice et la beauté, et en même temps, on veut le confort et la bonne vie, la vie agréable, la vie facile. Et je crois qu'à ce titre, on doit s'affranchir du fait que oui, nous sommes complexes, nous le savons. Mais je crois que cette conversation, elle est essentielle à avoir. Qui sommes-nous pour demander quoi que ce soit? Qui acquiert cet espace? Qui peut agir et quand? Je crois qu'il est plus difficile de contrôler le pouvoir des gens qui font. Il y a les espaces de pouvoir, de contrôle, de gestion, des gens qui peuvent revendiquer l'espace. Et ça, c'est difficile à obtenir. Donc, comment est-ce qu'on obtient ces villes qu'on veut? Et qui les fait? Qui va être à la manœuvre? Ça, c'est une question importante parce que je suis convaincue que ces complexités, ces contradictions, elles vont avoir un impact sur l'évolution de nos villes. Mais et surtout, vraiment, Catherine en parlait, qui sommes-nous? Qui décide? Qui sommes-nous pour exiger quoi que ce soit? Alors, moi, j'ai travaillé. J'ai un collègue qui travaille sur ces questions, sur l'imaginaire, les pouvoirs, les politiques de représentation, etc. Et on essaye de remettre en question ces imaginaires, on essaye d'inviter, de faire imaginer les gens cet engagement plus collectif et plus divers pour qu'ensemble, on façonne la vie de l'avenir, la ville que l'on veut. Mais la réalité est que ça n'est pas une question facile. Alors, je vais partager des liens avec vous si ça ne vous dérange pas, parce que je crois que ça va vous donner davantage de contexte. Mais récemment,
j'étais juge pour un concours Good Living, il vient d'être annoncé. N'hésitez pas à aller voir ce que c'est. Je suis très fière de ce qu'on fait. Mais c'était chaotique de juger une compétition comme ça, un concours comme ça. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'image d'un avenir radieux, c'est quoi? C'est quoi la diversité? C'est quoi le progrès? C'est quoi la beauté, ne serait-ce que la beauté? Et pour qui? Donc, moi, je faisais partie d'un petit jury. On est 10 personnes et on s'est rendu compte, et c'est la partie la plus intéressante pour moi, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on peut être là, en tant que jury, à 10, assis à la même table, et qu'on ait une idée complètement différente de la définition de ces différents concepts. Et donc, il faut se poser ces questions. Pour qui? Quelle est la continuité qu'on cherche? Je suis convaincue qu'on croit qu'il y a des choses qui sont importantes pour nous et qu'un futur radieux doit inclure telle et telle chose. Mais au final, est-ce qu'on se met d'accord pour détruire certaines choses également? Ça, c'est la question. Et est-ce qu'on laisse de l'espace pour la surprise, pour l'inconnu? Et donc, pour ça, il faut être en mesure d'apprécier l'altérité, l'humanité, être agile. Et est-ce qu'on accepte ça? C'est une question qu'on doit se poser. Avec le Covid, c'était pareil. On a découvert à ce moment-là qu'on était en mesure, effectivement, d'apprécier l'inconnu. Et il faut être d'accord. Et un futur radieux, ça inclut certains éléments, mais ça inclut également sûrement de détruire certains autres éléments. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et par ailleurs, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour demander et exiger quoi que ce soit? Et c'est une question simple, certes. Et pourtant, je vous encourage à y penser. Il s'agit également de savoir comment mettons-nous en position d'exiger quoi que ce soit. Il y a des agences multilatérales. Si on ne s'en sert pas dans ces discussions, comment est-ce qu'on peut exiger quoi que ce soit? Il y a beaucoup de réflexions à ce sujet dans l'espace créatif. Et je crois que de plus en plus, il y a des réflexions d'inclusion, etc., de stimulation. Mais je crois qu'un point de référence, c'est le travail de John Raleigh, un collaborateur, un collègue. Il a écrit un livre, pendant le Covid d'ailleurs, qui s'appelle Deeper City, les villes plus profondes. Et ce qu'il fait de manière extrêmement argumentée, avec des éléments visuels, il essaie de réfléchir à la manière dont les collectifs peuvent penser de manière transformatrice et collective les villes et les espaces. Alors, je ne dis pas que ça simplifie les questions que l'on se pose tous. Simplement, je crois qu'il touche à la question de la possibilité de voir de nouveaux espaces et de développer de nouvelles méthodes et des manières dont on peut avancer, et pas uniquement de parler des villes qu'on veut, mais surtout de réfléchir au processus pour en arriver là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je crois que j'ai déjà répondu à certains, je suis revenue sur certains des commentaires des précédents orateurs, mais à nouveau, je suis ravie de faire partie de cette session et ravie de pouvoir continuer à interagir avec vous. Waouh, formidable, merci infiniment. Tu nous as vraiment engagés dans cette spirale. Encore plus, on a parlé de ce canevas, de cette tapisserie, et on l'a entendu avec les différents orateurs aujourd'hui et hier. On a dézoomé, on est revenu sur le paysage, sur les éléments plus larges, sur le contexte macro. Et alors que Catherine a vraiment fait un zoom sur les symboliques et le langage visuel de ces centres, de ces sentiers, de ces passages qui connectent deux villes ou deux rues. Et vous avez parlé également de la surprise, des possibilités qui émergent à la marge dans des espaces qui sont considérés comme des petits espaces négligés. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Vous nous avez vraiment fait rentrer dans les questions, dans le dur des questions qu'on doit poser. Et c'était très utile parce que c'est un niveau de profondeur essentiel. Et pour l'instant, je crois qu'on s'en est bien tenu au temps. On a envie d'approfondir cette question. Merci beaucoup pour ces contributions. Alors, réfléchir à la manière dont on peut mettre en lumière ces éléments invisibles, ça fait partie de la conversation.
Et il ne faut pas dire il faut arrêter les leaders qui veulent sauver la planète au lieu d'écouter la planète, ou sauver le peuple au lieu d'écouter les peuples. Donc ça ne sert à rien d'incriminer les uns et les autres. À nouveau, et j'y reviens, cette spirale, on a besoin de renverser ce point de vue. Et c'est ce à quoi on s'invite avec cette conversation. Et pareil, cette rotation, et je vais y revenir, une question dont on a parlé avant de se catapulter des réponses sur les mégacities, mégavilles. Il faut également comprendre les éléments sous-jacents de nos visions qui peuvent être parfois dangereuses. Et effectivement, il faut arrêter de copier-coller des solutions du passé. Il faut tirer des enseignements notamment du Covid. On a toutes et tous eu ces moments d'incertitude pendant le Covid. On a appris du pouvoir de cette incertitude, de cette insécurité, de ce sol mouvant sous nos pieds, de cette incertitude, ces connexions qui étaient pourtant disponibles avant, mais avant qu'on soit forcé de travailler uniquement dans notre proximité avec le Covid, avec le masque, avec le fait de se laver les mains, de nettoyer toutes les surfaces, la manière dont on interagissait avec nos corps par rapport aux autres. On doit rester humble pour se libérer des réponses et des positions de sécurité, de confort qu'on croit avoir. Et je crois que c'est ça qui va nous permettre de créer des espaces humanisants qui nous permettent d'être humains dans nos villes, pour reconnaître que les villes ne sont pas uniquement des choses statiques. Nous sommes également comme ces villes. On n'a pas une identité statique, on est en évolution, en mutation. Alors, quand on essaye d'identifier qui sont les vilains et les bons et les méchants dans ce scénario, il faut également mettre le miroir devant nous. Alors, il y a les gouvernements, bien sûr, contre nous, mais en même temps, le gouvernement qui les lie, c'est nous. Donc, on contribue à ça et on pérennise ces systèmes d'une certaine manière. Donc, voilà, je réfléchis à tout ce que vous avez, tous les éléments que vous nous avez fournis. C'est une bonne matière à réflexion. On a également beaucoup de liens dans le chat avec des liens vers des références, etc. N'hésitez pas également à lire le livre Deeper City, parce que pareil, je crois que dans l'isolement avec le Covid, beaucoup de personnes ont été très créatives, notamment dans l'espace de l'art restauratif, et on a beaucoup d'œuvres qui ont émergé de cet espace, de cette période, de cette douleur, de cette peur qui a été suscitée par ça. Et c'est vrai qu'il faut parfois, on se dit parfois qu'il faut ralentir, mais pourquoi? Donc, je ne vais pas repartir pendant 30 minutes parce qu'on veut vraiment donner la parole à notre dernier intervenant, Simon Ballinger. Veuillez nous rejoindre et contribuer à cette conversation. Wow, eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait un travail incroyable, qui ont vraiment donné des éléments de réflexion dans cette discussion. Vient d'une organisation basée en Ouganda qui essaye de redéfinir les récits et la manière de penser ou de réfléchir de manière plus profonde, d'avoir une imagination plus approfondie. Je voudrais donc apporter une réflexion sur ce qui a été dit précédemment. Qui sommes-nous? Qui sont les citoyens? Qui sont les personnes dont nous parlons? Qui sommes-nous en réalité? Parce que on réalise que ce qui se passe dans la plupart des pays comme les pays africains, c'est que nous avons hérité
de ce qui s'est passé dans les pays occidentaux avec une vision, un état d'esprit et une ville qui serait idéale, un modèle de ville comme Paris, comme les villes en Angleterre. Mais dans l'essence, cela érode la culture et les identités dont on parle ici. Qu'est-ce qui définit nos identités? Je ne veux pas aller à Dakar et me sentir comme si j'étais dans un pays occidental. Quelqu'un a dit ça. Pour construire les villes qu'on veut et pour aider les gens au niveau local, au niveau rural, parce que tout est interconnecté à tous ces niveaux et les impliquer dans le processus de conception, de design des villes qu'on veut, il est important d'utiliser une approche puissante, une capacité d'imagination pour des villes où les êtres humains peuvent vivre. Les gens qui vont s'engager doivent pouvoir s'engager librement. Il est important de provoquer, d'inciter à la réflexion et les photographies, comme celles qu'on a vues dans l'exposition, peuvent être et vraiment donner ce déclic parce qu'elles expriment des émotions et elles éveillent l'imagination. Comment est-ce que l'on peut transformer nos villes de la manière dont nous voulons qu'elles soient? Bien sûr, il faut laisser la place au récit et prendre en compte la culture, mais également les aspects informels. C'est ça qui fait notre identité. Lorsqu'on parle d'industrialisation, de transformation des villes que l'on veut en Afrique, il faut reconnaître que nous ne devons pas nous écarter de notre identité. Nous ne devons pas nous écarter de qui nous sommes et ce que nous représentons. Donc, comme le premier intervenant l'a dit, les villes doivent embrasser la nature. À Kampala, la ville dont je viens, nous avons plutôt embrassé l'industrialisation, le développement des villes et on a oublié que nous créons un problème qui fait écho au changement climatique. Les villes qui ont une identité qui représente une certaine forme de contexte pour certaines communautés dans certains pays. Sont devenus finalement des centres d'inondation. Et ça a annihilé la beauté architecturale, l'image des villes. Comment est-ce qu'on peut, à travers la créativité, mettre la créativité au cœur de la construction des villes? La créativité doit être au cœur de toutes nos démarches avec les communautés pour que les communautés puissent construire les villes qu'elles veulent. Si on fait resurfacer la créativité, c'est une structure sans limite. L'identité, la culture, l'histoire, les caractéristiques économiques sont en changement constant. Les villes se sont détériorées, les villes qui étaient prestigieuses auparavant, où des gens, notamment les personnes issues du milieu rural, avaient l'impression de ne pas avoir leur place.
alors que les villes devraient appartenir à tous. Elles devraient être à l'intersection de toutes les diversités. Donc, je voudrais, comme mot final sur cette discussion, en plus de tout ce que je viens de dire, ajouter que comme le temps passe, il faut réfléchir à comment on peut concevoir et apprécier nos espaces urbains en se concentrant sur la créativité. Une ville peut être renaître et peut donner un sentiment d'appartenance à tous, où tous peuvent s'épanouir. Lorsque on parle des ODD, l'objectif 2020 n'est pas très réaliste, mais ça peut être l'occasion de nous réapproprier nos villes et que les communautés puissent construire les villes qu'elles veulent. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit soumettre aux décisionnaires, aux politiciens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Il n'est pas nécessaire de me convaincre. Vous prêchez une convaincue lorsque vous parlez de la créativité et de l'impact des artistes. Chaque année, je participe au festival Rise Africa et chaque année, la créativité est l'essence de notre méthodologie, de notre recherche, de nos collaborations. Et merci pour les points que vous avez soulevés, l'idée de l'érosion à la fois des identités, des identités culturelles et des identités, des pratiques également. Et le fait d'améliorer les infrastructures de manière créative en engageant les communautés et les travailleurs dans ces espaces. L'idée aussi que la créativité est un désir humain intrinsèque, donc de concevoir les villes dont nous rêvons et se reconnecter à ce besoin, ce désir inné, où nous devons reconnaître que les gens qui vivent dans les villes ou qui appellent ces villes leur maison sont des ressources qui peuvent contribuer au débat et faire entrer ces identités qui sont à risque d'érosion dans les discussions. Je pensais à l'identité. Je ne sais pas si c'est un jeu de mots qui va rester, l'identité des villes, identité. On a parlé aussi de la densification, du fait que les villes étaient trop denses et l'idée que la menace de l'érosion est à différents niveaux. Peut-être comme le Covid, ça va nous ramener à zéro, ça va nous ramener vers l'essentiel. Ce n'est pas seulement une perte, mais peut-être que ça va détruire certains des obstacles auxquels nous sommes confrontés. Le fait de nous retirer va nous donner l'opportunité d'avoir un champ, une portée plus large d'une certaine manière. Des fois, il faut reculer un peu pour mieux avancer. Et donc, ce n'est pas forcément un effondrement total, une suppression de tout ce qui était, mais peut-être cet entre-deux un peu hasardeux et très brouillon va nous permettre de partir de ce qui était et de ce que nous souhaitons. Et dans cet entre-deux, il y a beaucoup d'opportunités. Et qu'est-ce que ce portail, qu'est-ce que cette fenêtre de l'espace-temps nous offre? En restant dans l'idée que nous sommes dans une continuité du changement. On ne réfléchit pas à des modèles de villes africaines qui sont des structures fixes et infaillibles, qui vont survivre à tout. Il faut qu'elles restent évolutives. On nous projette vers cette
échelle d'imagination au-delà en termes d'environnement. Lorsque l'on utilise le mot ville, qu'est-ce qui surgit dans votre esprit? Est-ce que cet espace doit être dédié à des choses qu'on n'a pas vues encore et vraiment laisser le champ ouvert à l'imagination? Ce n'est pas ou, c'est aussi plutôt. Merci à tous pour votre contribution et pour vraiment avoir remué un peu tous ces concepts, pour éveiller la réflexion, pour alimenter la réflexion. Il y a eu beaucoup de commentaires intéressants dans le chat. Je ne vois pas pour l'instant, Tachi, s'il y a des mains levées, mais maintenant, voilà, nous avons un temps de discussion pour les 20 minutes à venir ou à peu près, donc n'hésitez pas. Malika, je vais juste intervenir brièvement. C'est Tachi ici. C'est juste pour rappeler à tout le monde qu'ils sont bien invités à choisir entre anglais ou français. Donc, si vous souhaitez que votre question soit interprétée ou si vous souhaitez écouter l'interprétation, vous pouvez cliquer sur le globe en bas de votre écran et vous pouvez choisir anglais ou français. Une fois que vous avez choisi une langue, bien sûr, vous devez écouter et parler dans la même langue. Merci Dominique, vous avez levé la main. Je vous laisse la parole. Est-ce que votre micro est encore éteint, peut-être? Merci Eva, c'est Eva je crois. J'ai juste ma petite contribution sur toutes ces interventions qui m'ont beaucoup édifié. C'est surtout pour ce qui concerne l'avant-dernière, je crois, intervention qui concernait qui nous sommes, la ville appartient à qui. En fait, je voudrais peut-être dire que il faut d'abord, pour que nos villes futures puissent ressembler à ce que nous voulons, qu'on tienne compte des éléments culturels. Il y a les éléments d'acceptabilité sociale qu'il faut conjuguer. Mais malheureusement, très souvent, en Afrique particulièrement, nous sommes en face de difficultés en rapport avec la gouvernance. Parce que la grande question, c'est de savoir est-ce que la ville doit être construite du bas en haut ou bien du haut en bas? Est-ce que c'est la population qui doit donner le tempo sur comment la ville doit être en tenant compte de leur réalité sociologique et culturelle? Parce que je pense que si on prend la ville sous cette forme-là, nous gagnerons au plan international en termes de multiculturalité, parce que la ville se donnera l'image même de la sociologie du milieu. Donc, qui doit s'occuper de la ville? C'est d'abord les occupants de la ville, c'est-à-dire les populations. Même s'il y a l'exode rural qui permet de construire la ville en termes de population et de diversité, il faut retenir quand même que dans une communauté africaine, il y a toujours cette harmonie entre les différents éléments culturels. C'est de mon point de vue ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir des villes futures qui correspondent à ce que nous voulons en Afrique. Donc, pour me résumer, c'est en fait quoi? Un problème de gouvernance qui tient compte de la place de la population qui est l'utilisateur et bénéficiaire de cette ville, les éléments culturels de la ville, n'est-ce pas, et qui constitue un prérequis. Et c'est pour cela que la connexion historique du passé au futur doit être quelque chose de très important. Sans négliger la modernité qui vient vers la ville, elle doit s'enraciner sur les réalités sociologiques du milieu. D'abord, ça va faire un enrichissement culturel. Les gens seront contents, par exemple, de venir voir comment un peuple comme le peuple sénégalais ou bien le peuple
camerounais ou le peuple, dirais-je, zambien, vit à travers sa ville. C'est-à-dire, c'est ce que je voudrais voir dans la ville du futur. C'est mon point de vue là. Donc, la gouvernance politique doit être prise en compte. Il y a aussi les éléments de pauvreté parce que ce qui pose problème dans les villes en réalité, si on ne peut pas faire une bonne gouvernance économique, financière et politique en Afrique, nous allons tout le temps rêver des villes que nous n'aurons jamais. Donc, à la base, il faut d'abord que ceux qui parlent au nom de la population soient des personnes qui les représentent effectivement. Parce qu'ils ont été bien élus naturellement. C'est d'abord dans un premier temps. Mais vous savez que chez nous, ce n'est pas toujours le cas. Si on peut arriver à une bonne gouvernance qui permet que ceux qui parlent et décident au nom de au nom de la population qui voudraient vivre dans un environnement sain, dans un environnement qu'ils veulent, il faudrait qu'il y ait en amont une bonne gouvernance politique, une bonne gouvernance économique, une bonne gouvernance financière. Merci, c'est ma petite contribution. Je vous remercie. Merci Dominique d'avoir participé, bien sûr. C'est là toute la complexité à laquelle nous devons faire face et on a parlé de cela à diverses reprises. L'idée également d'exclusion et de suppression de la richesse qui, en fait, est au cœur de notre culture et de ceux qui détiennent cette culture. Bien sûr, l'idée également d'appropriation des villes et le fait d'avoir notre mot à dire dans les villes du futur par rapport au gouvernement. Comment est-ce que ces voix sont entendues et comment est-ce que ces voix sont prises en compte? Oui, en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Merci d'avoir attiré l'attention aussi sur un autre point qui a été soulevé aussi dans le chat par Nomvula Dlamini, le fait que les gens des autres parties du continent ont une influence et les différents avis par rapport aux établissements urbains. On doit aussi être conscient que le langage que nous utilisons peut être source d'exclusion. Et Nomvula, si vous voulez peut-être intervenir à l'oral et développer votre question. J'espère que Nomvula va pouvoir prendre la parole. Nomvula, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes là? Bon, il y a beaucoup de questions qui suivent. Peut-être qu'on pourra revenir ensuite. D'autres commentaires qui ont été faits par rapport aux villes intelligentes, l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on va rendre les cités vivantes? Qui détient la technologie, comment est-ce qu'on permet à tout le monde d'en bénéficier au niveau économique, social et culturel. Je pense que le commentaire de Catherine nous permet de revenir à l'idée de gouvernance et recadrer cette idée de gouvernance en incluant les financements, les partenariats et les politiques et en ancrant la réalité sur le terrain. Il y a une main qui s'est levée. Wire, Ian, n'hésitez pas à prendre la parole. Merci beaucoup. C'est une conversation très intéressante. Je voulais juste revenir sur ce que mon collègue Simon disait. Je pense que les villes que nous voulons doivent investir dans l'art créatif pour alimenter les villes futures. Par exemple, un investissement dans l'art public, plus de festivals, plus de galeries d'art. Ces espaces-là sont
des moyens pour les jeunes de réimaginer et de contribuer aux villes que nous voulons, parce que les gens dans ces espaces s'emparent du rôle le plus important qu'ils peuvent avoir, à savoir comment est-ce qu'on veut vivre dans les villes, le type de rythme que l'on veut avoir dans la ville. Par exemple, ce qui vient d'Afrique de l'Ouest, par exemple, l'afrobeat, c'est le son de futur. Donc, si on applique ça aux villes et à l'urbanisme, il y a également un investissement à faire dans les échanges culturels qui permet aux artistes de co-créer et contribuer à un nouveau futur. Les architectes sont les clés pour imaginer de nouvelles maisons qui soient plus durables. Et nous n'avons pas à répliquer le récit urbain et architectural occidental. Nous pouvons créer notre propre architecture qui reflète nos racines. Les artistes des arts visuels vont pouvoir envoyer des messages visuels. Actuellement, je suis au Royaume-Uni et le maire de la ville plaide pour un investissement dans les arts visuels pour améliorer les villes et donner du pouvoir aux artistes, pas seulement pour qu'ils transmettent leur message sur ce à quoi devraient ressembler les villes, mais aussi travailler directement avec les paysagers, les différents intervenants et les différents acteurs de la ville. Parce qu'il y a un besoin criant de végétalisation et de créer des espaces, de concevoir des espaces qui soient plus verts. Avec l'industrialisation, il y a eu un mouvement délibéré de retirer toute la beauté et le naturel des villes et qu'elles soient plus centrées sur plus axées sur le capitalisme. Et je pense que ça, c'est très problématique. On veut des villes qui fonctionnent pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. J'ai encore beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je pense que ça sonnait un peu comme une invocation. Je suis sûre que vous allez pouvoir continuer à débattre de cela. Dans le chat, on a eu également des commentaires poignants et très utiles, très pertinents. Avant de revenir, on a un peu de temps encore pour se pencher sur la liste des candidats à la compétition de photographie qui, encore une fois, est également une manière de documenter et d'utiliser le patrimoine culturel à travers les médias pour nous rappeler, pour nous ramener à notre identité, à nous-mêmes, pour nous aider à nous sentir plus chez nous dans ces espaces urbains, pour apporter de la vie dans les villes aussi à travers nos arts. Parce que notre existence dans ces espaces, le fait d'y travailler, est déjà, c'est déjà le fluide vital qui alimente les villes. Donc, le temps passe très vite, donc je voulais juste laisser la parole pour conclure à nos intervenants. Et donc, j'invite d'abord Cécile Mandel à reprendre le micro et peut-être conclure, résumer un petit peu ce que vous retirez de ces discussions et peut-être ce qui a été dit aussi dans le chat. Cécile ? Merci beaucoup Malika, merci pour cette discussion fascinante à tous ceux qui ont participé, qui ont écouté. Je crois que vos réponses ont été très productives. Je pense qu'on a besoin de plus d'interaction entre les artistes
et les acteurs, les gens qui construisent la vie de la ville au quotidien, que ce soit le secteur privé ou les gouvernements. Je pense que le seul commentaire que je pourrais faire sur ça, c'est que la manière dont nos villes ont été structurées durant l'époque coloniale et post-coloniale, c'est une trajectoire très directe et très claire en termes de forme, d'infrastructure, et on sait très bien quelles sont les conséquences de cela. Et la seule chose pour laquelle je plaide, c'est que vous avez fait un commentaire sur le fait que nous avons besoin de l'appui du gouvernement, mais je crois que cette divergence entre les objectifs du gouvernement et ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons, ce que nous concevons, la manière dont nous le voyons, c'est aussi notre levier pour impliquer le gouvernement dans la construction et réfléchir aussi aux implications financières au niveau de la ville, à la manière dont on vit, quel type d'environnement on vit, quel type d'infrastructure de travail ils peuvent avoir accès. Et avoir cet engagement, je pense qu'on a besoin d'une approche à la fois du haut vers le bas, mais également du bas vers le haut. Il faut que ça soit dans les deux sens, bidirectionnel pour fonctionner. Merci beaucoup. Merci, Cécile. Bien évidemment, ces discussions ne peuvent pas être résumées en 2 heures. Il y a encore énormément à dire. Et comme vous l'avez dit, lorsqu'on pense à l'inclusion, il faut les mettre dans ces conversations. Lorsqu'on dit « nous », eh bien, on doit repenser à ce qu'on entend par « nous » et ce qui avait été exclu par le passé et qui avait formé ces changements. Je pense que dans le chat, il y a eu quelqu'un qui a parlé de l'idée que les municipalités ou les gouvernements doivent reconnaître ce que les artistes ou les militants ont fait dans les villes à travers le temps. Souvent, il y a un budget limité et souvent un délai complètement indécent. Et lorsqu'on pense par exemple en termes de conservation, de sculpture, de choses comme ça, il faut vraiment impliquer les personnes qui contribuent à la vie de la ville et à l'identité de la ville et les consulter sur la manière dont ces choses sont conservées. J'ai travaillé sur l'esclavage, le patrimoine culturel. On n'a pas la capacité, en tant que créateur, de nous assurer que ces travaux sont entretenus ou bien qu'ils soient assez documentés pour pouvoir utiliser ces ressources en tant qu'archives de ressources ayant déjà été mises en place. Donc, c'est quelque chose qui, finalement, se fane à travers le temps. Il faut qu'on prenne conscience et si on a cette approche paternaliste, pyramidale, alors la manière dont on va accueillir les artistes empêche et restreint les possibilités. Merci. Omar, est-ce que vous voulez vous nous donner vos commentaires pour conclure cette session? Oui, j'ai trouvé tout ça très intéressant et certains commentaires ont soulevé des points vraiment cruciaux. On a parlé très brièvement de l'importance de l'art. On dit que l'art parle de ce qu'on n'a pas le courage de dire, mais que nous avons besoin d'exprimer. Je pense qu'il est très important que chacun d'entre nous, avec nos diverses compétences, pouvons apporter. Il faut également se demander si l'on construit le futur des gens sur des villes pour les personnes ou des villes pour le profit. Eh bien, les villes ne devraient jamais être directement pour le profit.
ça devrait être une conséquence indirecte du fait que vous avez construit une ville pour les personnes et qu'ensuite, il y a des flux comme le tourisme, etc., qui apportent des profits. Malheureusement, ce sont des biais, des préjugés que nous avons. Les villes qui ne sont pas en phase avec leur patrimoine culturel et leur identité ne vont pas être des villes, en fait, riches. Nous, je pense qu'il faut qu'on améliore nos compétences en marketing pour mieux faire parler de nos idées. Si on veut une ville inclusive, qui est résiliente, qui est durable, qui est belle et dans laquelle il fait bon vivre, il faut construire une ville à échelle humaine. Il faut comprendre les besoins humains de tous, pas juste une petite proportion de la population. Quelqu'un a mentionné qu'il y avait différentes personnes venant de différents pays au sein d'une ville, mais ça a été comme ça pendant des dizaines de milliers d'années. Les gens se déplacent. Les villes africaines n'ont même pas été construites par nous. Je pense que c'est très important, cette division qui divise les communautés, qui divise les villes en fait. C'est quelque chose d'absurde. Donc, je pense qu'en tant qu'Africains, je pense que nous sommes les mieux placés pour accueillir les gens, pour connecter avec les personnes qui viennent vivre dans nos villes. Et la ville que moi, je voudrais devrait être comme ça. Elle devrait être accueillante, inclusive. Elle ne devrait pas, il ne devrait pas y avoir de questions de origine sociale, de genre, de quoi que ce soit. Et enfin, mais non des moindres, pour conclure ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup de gens rejettent la responsabilité sur le gouvernement. Bien sûr, c'est une échelle importante de décision. Mais lorsqu'on veut employer quelqu'un pour rénover votre petit café, est-ce que vous allez faire appel à un artiste local ou est-ce que vous allez acheter quelque chose d'une grande entreprise, par exemple? Est-ce que vous allez faire appel aux ressources de votre communauté? Est-ce que vous croyez en votre communauté? Parce que si ce n'est pas le cas, vous êtes également à l'origine du problème. Si vous voulez un changement, vous devez vous-même appliquer ce changement. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci pour ces contributions. Pour parler de cette déconnexion, j'aimerais, parce que je reviens à cette vision des opportunités, de la connectivité et des opportunités à l'échelle locale, des acteurs et des actrices qui auront davantage un sens de l'appartenance à une communauté. Vous vouliez dire quelque chose, Catherine? Oui. Non, pour revenir sur la notion du nous. Qui c'est nous? Et c'est vrai que le langage transforme ce qu'on dit. Le jeu, il va devenir un nous, il doit devenir un nous plus large, un nous collectif. Mais comment reconnaître également ces espaces négligés dans les villes? Comment travailler avec les communautés avec une approche ascendante, du bas vers le haut? Si on a une déconnexion entre eux et que les gens ne savent pas ce qui se fait sur le terrain, les politiques, etc. Il faut planifier et agir en même temps. Et ça devient un processus plus évolutif plutôt qu'un processus linéaire, qui est en général la manière dont on construit les villes. Donc, cette idée de revenir à une compréhension des identités culturelles depuis le terrain, c'est essentiel. Et ces petits espaces, en effet, ce sont les espaces qui ne seront pas documentés, ils sont pas sur les radars, ils ne sont pas sur les cartes quasiment. Ils sont considérés comme non nécessaires. On n'y pense pas, ils sont ennuyants.
mais ce sont des espaces qui sont occupés par les gens et ils ont un impact sur les gens. Ce sont des espaces que les gens vont emprunter, des centres que les gens vont emprunter, des sentiers que les gens vont emprunter pour aller à tel ou tel endroit. Et on perd cette notion de ce qu'on veut pour ces endroits-là parce qu'on ne les regarde même pas. Il y a cette invisibilité plutôt. Donc, et on a des réflexes. Et c'est vrai qu'on a un rôle à jouer ici pour s'assurer que ces petits espaces fassent partie de nos plateformes pour créer des échanges à différents niveaux, à différentes échelles. Alors, on parle toujours de la ville, en pensant qu'il n'y a qu'une seule échelle, l'échelle de la ville. Mais au sein même de la ville, il y a différentes échelles, il y a différentes couches. Et parfois, on a tendance à vouloir tout fourrer ensemble avec beaucoup, beaucoup de détails, sans vraiment réfléchir à ce qui est dit. Et on en perd des morceaux. Donc, c'est vrai, écouter ces espaces émergents auxquels on ne s'attendait pas, je crois que c'est essentiel. Et c'est la vraie valeur ajoutée, c'est la valeur qu'on veut pour nos villes. Ce n'est pas la ville que je veux, c'est la ville que l'on veut, que nous voulons. Merci. Il y a deux choses, moi, qui me parlent énormément dans ce que Omar a dit également. Ces questions, elles sont puissantes. Et un peu comme ces questions, ça va être un peu nos pelles pour aller approfondir, pour aller regarder dans le dur, en profondeur. Et il y a effectivement un sang nouveau qui arrive. Est-ce qu'on peut inviter la jeunesse, les artistes de nos communautés, pour qu'ils amplifient et collectent ces histoires, ces témoignages? Il s'agit également d'instaurer la confiance, de dire à la communauté, on veut vous écouter, on veut vos témoignages, on veut entendre votre voix avec des conversations intergénérationnelles. Et on voit que ces échanges, ils se font déjà dans ces espaces. Même ces échanges, ils ont un impact sur nous. Que ce soit à cause de l'impact du changement climatique, du Covid, des impacts économiques. Il y a des spécificités, des particularités, et chacun a sa vision de l'histoire. Et ça nous touche différemment en fonction des générations ou des lignes générationnelles, je ne sais pas comment vous voulez les appeler, mais... Et la dernière chose que je voulais mentionner en lien avec ce que vous disiez, hein. Le fait qu'il y a déjà des ressources. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources disponibles. Les jeunes, les gens qui produisent du contenu, notamment à la radio, c'est un contenu incroyable. Ça permet d'écouter différentes voix et ce n'est pas un budget astronomique nécessaire pour faire ce genre de travail à la radio. Et il s'agit également de regarder les initiatives qui existent, quelle richesse on a au sein des communautés et dans lesquelles on peut puiser. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander à Keshi de revenir pour conclure. Et ensuite, on donnera la parole à Simon. Et ensuite, on regardera les lauréats pour le concours. Merci. Je vais être très bref parce que j'ai vraiment apprécié les différentes contributions. Et Annika a posé une question importante dans le chat. Il y a ces contradictions. Le fait qu'il y a différentes choses qui se passent, qu'on a besoin d'avoir... on a parfois des attentes différentes, des calendriers différents. Et Catherine, elle a fait un commentaire tout à fait pertinent. Elle a dit qu'il était important de reconnaître la modernité également et la richesse qu'on a déjà. Or, on a du mal à se départir de notre héritage pour faire les choses différemment. Donc, je vais partager des références que vous connaissez peut-être, ou j'ai déjà partagé d'ailleurs dans le chat. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit concernant la question de comment on peut réimaginer nos villes, imaginer ce changement. Quelqu'un a parlé d'ailleurs de Deep City, un livre qui est une bonne ressource également. Et
Une autre référence qui parle du nous collectif, mais également de la relation entre le nous et le moi, pour réfléchir et avoir cette conversation sur le colonialisme. Mais ce n'est pas facile d'avoir ces conversations, de s'identifier à l'aune du colonialisme. Et il faut expérimenter. Il faut faire de petites tentatives. Il faut s'inspirer également des travaux des autres également. On a eu beaucoup de références à des ouvrages, à des travaux, et il faut vraiment se pencher dessus. Est-ce que tu peux mettre les références de ce dont tu as parlé dans le chat, bien entendu? Simon, une conclusion? Oui, alors, merci Malika, merci infiniment pour cette opportunité. Merci à Rise Africa de nous offrir cette occasion de prendre part et de contribuer à cette discussion tout à fait passionnante. À chaque fois qu'on veut agir, il faut repenser à ces questions. Penser aux villes que l'on veut, des villes résilientes, comme Omar l'a dit, des villes durables, vivables. Pour ça, il faudra une approche inclusive, une approche ascendante ou descendante, peu importe, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. En tout cas, il faut qu'elle soit inclusive, cette approche, pour prendre en compte la culture qui existe. Donc, la structure et la planification des villes, elle est inhérente à la manière dont les communautés utilisent l'espace, parce que les communautés, ce sont elles qui utilisent l'espace. Et donc, il faut que ce soit leur espace, il faut qu'ils les représentent et qu'ils l'utilisent pour tellement d'utilisation. Elles en font tellement d'utilisation, ces communautés. Le travail, une fonction résidentielle, de loisirs, etc. Et c'est vrai. Il faut que la ville, elle soit adaptée à la manière dont on la consomme. Il est essentiel, bien entendu, de réimaginer la ville. Ces espaces qui vont aider les jeunes et les générations à venir à réimaginer un avenir, pour réfléchir à la ville qu'ils veulent à l'avenir. Et il faut cette intersectionnalité, arrêter de marginaliser certains. Donc, merci encore. J'ai été ravie de faire partie de cette table ronde. J'ai été ravie de pouvoir m'exprimer, mais également d'écouter les autres. J'ai hâte de pouvoir continuer cette discussion et de faire partie des conversations à l'avenir. Merci infiniment, Simon. Eh bien, merci. On espère vous revoir, même ce soir à 18h. Hein, vous avez toutes et tous l'occasion de réfléchir sur les sessions de la journée, les différents intervenants qui nous ont offert une richesse et une diversité incroyable de connaissances. Nous nous approchons maintenant le moment de dévoiler les lauréats du concours. Alors, bien entendu, ce n'est pas que de la photographie, hein, mais bienvenue Lucas. Est-ce que vous pouvez conclure et avant notre conversation, avant la 3e journée de ce festival, n'hésitez pas à aller regarder le programme. Restez avec nous toute la journée si vous pouvez, parce qu'il y a encore énormément à partager. Merci Lucas, à vous. Merci infiniment Malika. Je suis ravie de pouvoir à nouveau prendre la parole. Et d'annoncer les lauréats parmi les finalistes. On a la chance d'avoir l'un de nos 4 juges qui pourra annoncer le lauréat ou la lauréate. Mais avant de lui donner la parole, je crois qu'il est important de présenter et de remercier tous les juges qui ont participé à ce processus. J'ai eu la chance d'être en contact avec beaucoup
de gens fascinants, extrêmement généreux, des photographes incroyables, des artistes visuels de partout dans le continent. Et les 4 juges qui ont participé au concours incluent Catherine Babadou, qui est photojournaliste en freelance, basée en Ouganda, qui a fait un documentaire très intéressant, très détaillé. Christy Adelporta, qui est photojournaliste au Cap. Elle fait des portraits et de la photographie documentaire. Elle aime travailler sur des témoignages de justice sociale, notamment en matière de LGBTQIA. Elle travaille sur les questions du genre. On avait Mathieu Makela également, un artiste multidisciplinaire et militant qui a travaillé souvent dans la photographie noir et blanc. Il est considéré comme étant l'une des figures clés de la génération d'artistes montantes de Mozambique, qui est 4e juge, Dr Funi Amoudi, qui travaille chez Eclé Africa, qui a une expérience de plus de 10 ans transverse dans différents secteurs et qui fait beaucoup de coordination de projets, notamment dans la question des droits humains. Donc sa contribution au jury et au processus a été extrêmement précieuse pour la compétition. Sans plus attendre, j'aimerais maintenant vous présenter Catherine Babadou. Elle va nous parler du processus de prise de décision et des éléments qui sont ressortis des travaux des différents finalistes pour cette compétition. Je vais maintenant partager mon écran pour que vous puissiez voir ce dont il s'agit. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce qu'on vous entend? Oui, je suis là, pardon. Bonjour, oui, Katumba, vous êtes là? Oui, bonjour, alors merci, c'était un plaisir de vous entendre, de vous écouter, merci de toutes vos contributions, j'ai beaucoup appris de quasiment chacun et chacune d'entre vous. Et je suis ravie d'être là pour la conclusion. Je vais essayer d'aller droit au but. Nous avons reçu plusieurs candidatures pour ce concours de photographie. On a eu énormément de discussions, d'aller-retour avec les juges. Et étant donné qu'on vient de différentes parties du continent, différentes sociétés, il y a des moments où on était en désaccord sur qui était le gagnant et qui devrait être gagnant, dauphin, premier, deuxième. Mais à un moment, il fallait prendre une décision et prendre en compte les points de vue des différents juges. Donc, le gagnant, le lauréat, vient d'Accra, au Ghana. C'était un travail sur l'unité africaine et le fait de ressusciter cette unité. Pourquoi ce lauréat? Eh bien, tout simplement pour la technique. Alors, pas uniquement. La technique utilisée par le photographe ou l'artiste était très simple et très directe dans
les travaux qu'il a soumis, il voulait faire le portrait d'une ville, son idée du moins, d'une bonne ville. Pour lui, une bonne ville, c'est une ville qui contient un transport, des modes de transport qui unissent les gens. Et là, on voit qu'on a besoin de transport public plutôt que d'avoir chacun qui utilise son propre moyen de transport pour aller du travail à la maison, de la maison au travail. Et dans cet espace, il utilise l'espace, le temps, avec des taxis pour parler des problématiques dans la communauté. Et pour cette photo en particulier, là, ça parle du changement climatique, du fait de planter des arbres, etc. Et la manière dont on peut avoir ce débat, parce que maintenant, à l'heure actuelle, tout le monde est seul dans sa propre communauté. Il est très rare que les gens se rencontrent, se réunissent et qu'ils aient ces discussions sur ce qui est nécessaire au sein des communautés. Donc, quand les gens rentrent chez eux ou vont au travail, c'est malheureux. Or, l'artiste pense qu'il faut utiliser ce temps pour parler de ce qui impacte les communautés, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cela comme la soumission gagnante. Et ensuite, du Ghana. Eh bien, dis donc, c'est également il y a beaucoup d'artistes au Ghana. Pour le deuxième prix du concours, cet artiste, Daniel Sekiata, voulait voir une continuité. Les différentes générations se transmettent des connaissances, des ambitions aux plus jeunes. Et il faut qu'on les écoute également. On est dans un pays dans un continent où on a des présidents qui sont trop vieux. Et alors, bien entendu, ils ont des connaissances, simplement, ils ne peuvent plus les transmettre aux jeunes. Et on a besoin de cette transmission pour concevoir la ville que l'on veut. Alors, on a choisi celle-ci, cette photo-là. Alors, cet artiste, il a eu le deuxième prix simplement parce que la beauté, la technique, nous a parlé. Troisième place vient du Kenya. Et vous voyez, on a quelqu'un qui représente l'Afrique de l'Est. Hein. Donc ça, c'est très direct également, très parlant, très en lien avec le thème. L'artiste décrit bien la manière dont les villes pauvres ou riches peuvent avoir une ville, des bonnes politiques, des rues propres, une industrie prospère, un système de transport adéquat et qui répondent aux besoins des citoyens. Et donc, on a pensé que c'était le bon candidat pour la troisième place. Donc, c'est 4 juges qui se sont mis d'accord sur ce classement. Et on s'est mis d'accord sur les 3 lauréats de cette année. Merci. Merci beaucoup. Je crois que vous avez vraiment, en effet, bien parlé des 3 finalistes, de leurs travaux, ce qui ressortait. Merci beaucoup à nos 3 finalistes. Félicitations et à nos 4. Je crois que ces finalistes représentent bien le style et les points de vue différents qu'on a reçus de ces différents processus. Alors, merci encore d'avoir passé ce moment avec nous. Et sur ce, je vais rendre la parole à Malika pour clore cette session. Eh bien, après tout ce temps,
J'ai encore du mal avec l'activation des micros, désolée. Merci et félicitations aux finalistes. On voulait également remercier infiniment au nom de Rise Africa et ICLEI à tous les intervenants d'aujourd'hui, intervenantes. Vous avez vraiment enrichi nos conversations, ça nous a donné beaucoup de matière à réfléchir. Alors, on y reviendra ce soir, au cours de la session de ce soir. Et ça nous permettra de rentrer encore plus dans le détail de cette conversation ce soir et demain. Donc, n'hésitez pas à regarder le programme pour aujourd'hui. On aimerait que vous participiez dans la mesure du possible, quelle que soit la forme, que ce soit long ou court. Contribuez, n'hésitez pas, puisque nous avons besoin de tout le monde pour imaginer les villes que nous méritons. Ce que je retiens, bien entendu, c'est la notion du « nous ». Je suis convaincue que les modérateurs des prochaines sessions auront une discussion sur la question du mérite également. Qui sont les bénéficiaires, qui sont les donateurs, les donneurs. Donc, merci infiniment pour vos réponses et vos réactions enthousiastes dans le chat. On a hâte de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente journée où que vous soyez. Merci beaucoup.